Bonjour à tous, bienvenue dans la grande émission. Voilà, on commence une semaine et vous allez voir, cette semaine, on va avoir des thématiques complètement variées. Et aujourd'hui, particulièrement, on a une thématique finalement qui est assez curieuse, mais vous allez voir, elle nous parle de notre quotidien et pourtant on va remonter dans le sillage de Christophe Colomb. Dans le sillage de Christophe Colomb, Bernard Luquiot, un ouvrage paru aux éditions, j'ai oublié, Panthéon, du Panthéon, les éditions du Panthéon. Bonjour Bernard. Bonjour. Quand je dis on va parler d'aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que ton ouvrage parle de Christophe Colomb et finalement de cette découverte finalement en Amérique latine et finalement ce qui a finalement dessiné un nouveau monde, finalement se dit nouveau monde. Et aujourd'hui, peut-être que ce côté un peu commerçant qu'on a, peut-être le côté financier, le côté économie, un certain oubli de certaines identités, de certaines personnalités, vient peut-être prendre son cœur et la naissance arrive là, dans ce fameux sillage de Christophe Colomb. C'est un peu ça que tu nous racontes dans ton ouvrage. On va voir ça dans quelques instants. Pour m'accompagner tout au long de la semaine, vous aurez Marianne Allais, qui est... Toi, tu joues la carte du professionnalisme auto. Voilà, c'est ça, sport auto et auto. Ah, tu attendais que je te dise charme, c'est ça, la carte du charme. Purée, mais non. Et aujourd'hui, justement, une chronique que tu nous prépares avec un rallye. Oui, le rallye du Monte-Carlo. On va voir un petit peu comment tout s'organise, les acteurs. Et puis les images, voilà, un petit peu choc. Et dans la semaine Et dans la semaine, on parlera, Michel oui, parce que Michel tu montes ta chaussure parce que tu as les chaussures de Michel Vaillant. J'ai mis les belles baskets, justement, Michel Vaillant, voilà. D'accord, c'est les couleurs, là on les voit à l'antenne, donc c'est ce qui nous attend mercredi, où on va revenir aussi sur ça, parce avec que Jean Graton, le créateur de Michel Vaillant, est décédé le 21 janvier dernier, tout à fait, donc oui. voilà, il y a même pas... C'est l'occasion de lui rendre hommage et de faire continuer cette magie. Frédéric aussi, tu nous accompagnes tout au long de la semaine, on va apprendre plein de choses avec toi, on va aller du côté de Bali tout au long de la semaine, on va aller à plein d'endroits. En Indonésie, du côté de Bali également, on va faire un petit tour aussi du côté du changement de prénom aussi, comment est-ce qu'on peut changer de prénom, et on va terminer aussi... Il y a Facebook aussi qui nous attend avec un anniversaire. 17 ans de Facebook et le fameux droit à l'oubli. Si vous avez envie qu'on retire vos photos de Facebook, comment faire? On en parlera cette semaine. C'est tout au long de la semaine, mais aujourd'hui, voilà, c'est la grande émission avec Bernard Luquiot. Bernard Luquiot, bonjour, rebonjour. Alors toi, sous les yeux, là, j'en ai des livres, mais alors, et encore, je n'ai qu'un échantillon, la Croix des Condors, Un prêtre au pays du carnaval, des ouvrages un peu plus locaux avec Une vie, une passion et Les pierres revivent à Reims. J'ai le Big Bang, La naissance d'un conte. J'ai des ouvrages Cartagena, Caraïbes et colombienne, le Mexique, sa magie et ses dieux. Et finalement, dans tout ça, je m'aperçois Condor, Mexique, Caraïbes et colombienne. Et bien tiens, finalement, totalement logique, dans le siège de Christophe Colomb, cette Amérique latine que tu connais très très bien en plus, puisque tu as beaucoup travaillé là-bas. J'ai passé une grande partie de ma vie active en Amérique latine en particulier, chargé de faire la promotion de notre culture et de notre langue dans différentes cultures d'accueil. Là, dans le siège de Christophe Colomb, déjà j'ai envie qu'on replonge peut-être au tout départ. Christophe Colomb découvre l'Amérique latine. On est à quelle époque? En 1492, un certain 12 octobre. Il découvre donc cette Amérique latine, et ça, finalement, le parallèle qu'on fait dans ton ouvrage et la conclusion, parce qu'on en arrive à comprendre que finalement, le monde qu'on a aujourd'hui, peut-être que Christophe Colomb a fait partie de ceux qui ont changé cette vision du monde. On peut dire que les caravelles de Colomb, ces trois caravelles que nous connaissons bien à travers les ouvrages scolaires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria, ces trois caravelles ont vraiment fait des vagues, si on joue un peu sur les mots. Quand je dis elles ont fait des vagues, c'est-à-dire que dans le sillage de Colomb, suite donc à cette rencontre de l'ancien monde avec le nouveau monde, effectivement, notre monde s'est formé, s'est forgé. En très peu de temps, il y a 500 ans, tout simplement. Et ce qui est fou, c'est-à-dire que en faisant le parallèle dans cet ouvrage, c'est-à-dire que d'un seul coup, on va faire disparaître une certaine forme de culture, on va imposer la nôtre, on va amener un côté commercial, international aussi, on va aller y puiser aussi des ressources pour le commerce. C'est-à-dire que là, on est dans un moment où finalement le Moyen-Âge pèse énormément pour tout le monde. Ce côté un peu féodal, on veut s'en libérer. Et finalement, ton parallèle est assez curieux, c'est-à-dire qu'à se libérer de cette féodalité, féodalisme, finalement, à se libérer de ça, on s'est peut-être enfermé dans une autre forme de féodalité. Oui, effectivement, la grande aventure de Colomb, qui a certainement été la plus grande odyssée de l'humanité, ça a été un tournant dans l'humanité, c'était pour décoincer, si je peux dire, le monde, l'ancien monde, qui était qui subissait différentes contraintes, et pour
pour aller de l'avant, eh bien, il fallait trouver quelque chose. Et le fait d'avoir rencontré cet autre continent va donner un souffle à l'ancien monde, avec des bouleversements absolument fantastiques, des chamboulements dans tous les domaines. Dans le domaine, par exemple, de la géographie. Jusque-là, il faut bien s'imaginer, la Terre, elle était plate, elle était considérée plate. Et du jour au lendemain, il faut la percevoir ronde. C'est une sphère, une boule. Ce n'est pas facile d'imaginer cela. Hein. On se disait, mais attention, ceux qui habitent en bas de la boule, mais ils vont tomber dans le vide. Hein. C'est une image, mais en réalité, c'est tout un effort intellectuel pour s'imaginer une autre géographie. Et c'est donc à partir de cette aventure de Colomb que l'ancien monde va donner, disons, l'identité de la géographie de la Terre. Non seulement cette sphéricité, que l'on connaissait d'ailleurs chez les Grecs, déjà ils avaient évalué, enfin pressenti, évalué, estimé tout cela, mais maintenant l'ancien monde, disons le nôtre, plus ou moins l'Europe, va nommer tout ce qui est sur cette planète. C'est donner un nom au continent. Par exemple, Amérique, au territoire. Ça, c'est tout ce qui change en géographie, mais finalement, j'ai envie de faire un parallèle beaucoup plus fort, finalement, qui nous parle au sens présent du terme, c'est-à-dire que l'argent, d'un seul coup, va amener aussi une identité, quelque chose de nouveau, cet échange d'argent, de monnaie, et finalement, toi, tu fais un parallèle qui est assez étonnant et qui est réaliste aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, la vraie fortune, c'était peut-être l'or, tout simplement, c'était peut-être une certaine... Alors qu'aujourd'hui, on a basculé dans autre chose. Mais l'or, le plus vieux mythe de l'humanité, c'est le mythe de l'Eldorado. Et il ne faut pas se voiler la face. Christophe Colomb est allé défier la mer ténébreuse, est allé là-bas vers l'ouest, il défiait les démons, enfin les supposés démons qui étaient là, tout simplement pour aller chercher des épices, mais en réalité, dans son journal de bord, et je m'en inspire beaucoup, surtout dans la première partie, eh bien, il est arrivé un 12 octobre, et c'est seulement le 18 octobre que le mot or, que le mot épice apparaît, alors que tous les jours précédents, à chaque moment, il parle de l'or. On allait là-bas pour chercher de la richesse, pour chercher de l'or. Et cette conquête, cette rencontre avec le nouveau continent va raviver ce mythe de l'Eldorado avec une quantité d'atrocités qui vont accompagner cela. On va chercher ces Eldorado un peu partout sur ce nouveau continent. Parce que c'est vrai que les conquistadors, les évangélistes, etc., tous ces gens-là aussi, pareil, sont très présents dans cette histoire. Et comment tu fais? Tu en arrives quand même à une certaine conclusion aussi dans cet ouvrage. Tu arrives à cette conclusion que quelque part, aujourd'hui, on a peut-être aussi besoin de se réinventer? Ah, tout à fait, tout à fait. Nous sommes, à l'heure de la mondialisation maintenant, nous sommes retombés dans une situation, disons, de société qui est un peu coincée aussi, qui a besoin de chercher une autre formule. Et d'ailleurs, ce mot se réinventer, on l'entend de la bouche même de nos dirigeants. Il faut trouver autre chose, parce que nous sommes dans la même situation que l'ancien monde. Nous sommes actuellement asservis par de nouvelles féodalités. Ces féodalités, c'est le système bancaire, par exemple. C'est les GAFA. C'est les lobbies, etc. Alors, c'est des féodalités dans le sens où, contre une protection, eh bien, on est asservi au plus puissant, qui lui-même est asservi, etc. Bon. Et nous sommes maintenant dans cette situation où la féodalité est différente de celle de l'ancien monde, tout en étant tout aussi prégnante. Différente parce que je la trouve plus perverse. Là, ce que tu dis là,
c'est tout ce qui se trame tout le long du livre. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur Christophe Colomb, on est aussi sur cette idée, justement, comment les choses se transforment, comment, petit à petit, on a basculé dans une sorte d'économie mondiale, entre guillemets, oui. et tout part de là et de la vision du monde. Tu voulais réagir, Frédéric? Oui, non, je voulais vous demander, Bernard, vous ne pensez pas que finalement cette volonté permanente de se réinventer peut faire peur et amener justement, discuter de l'intelligence artificielle à des modes de fonctionnement plus dangereux que ceux actuels finalement? Eh bien, c'est ce que c'est ma conclusion, si vous voulez, par là. En ce sens où, et d'ailleurs, on peut voir la couverture du livre. Vous avez dans le sillage de Colomb qui suscite une image des caravelles, de l'aventure. Et puis dessous, vous avez cette main, une main de robot qui enserre un cerveau. C'est-à-dire, ces robots, ils sont nés de notre cerveau. Mais maintenant, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous emprisonner un peu? Parce que, voilà, je disais qu'il fallait se réinventer, qu'il fallait chercher autre chose. Eh bien, il n'y a plus rien à découvrir. Il n'y a pas de nouveau monde maintenant. Christophe Colomb a découvert ou a rencontré un nouveau continent qui va donner un tirage, si vous voulez par là, à l'ancien monde, qui va le relancer. Maintenant, il n'y a pas de nouveau continent à découvrir, que je sache, il n'y en a plus. Alors, on mise sur quelque chose, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est fabuleux, les nouvelles technologies. On a là des... Si je peux me permettre, oui. les nouveaux mondes, c'est peut-être maintenant les mondes de l'infiniment petit, avec tout ce qui est recherche subatomique, tous ces éléments-là, tout ce qu'on découvre finalement. Avant, on est parti sur l'infiniment grand avec Christophe Colomb, les nouveaux continents. Maintenant, on se recentre sur l'infiniment petit, la physique quantique par exemple aussi. Tout à fait. Mais la question que l'on peut se poser, et d'ailleurs, je termine le livre avec cela, je dis, est-ce que les robots, les automates seront l'or et les épices de demain? Peut-être, hein, j'espère que ce sera une solution. J'entendais il n'y a pas longtemps que les ordinateurs, à partir de la physique quantique, sont capables de calculer des milliers, des centaines de milliers fois plus rapidement que nos ordinateurs actuels. Alors tout ça, c'est fabuleux, mais c'est peut-être aussi un peu inquiétant, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas la solution, mais j'attire au moins l'attention un peu là-dessus et sur le fait qu'à partir de ce parallèle entre un ancien monde qui a été, disons, boosté, hein, qui a été aidé par cette découverte et toute la manne d'argent qui a suivi, d'argent souvent pillé d'ailleurs dans le Nouveau Monde, eh bien, je fais le parallèle entre cet ancien monde et puis notre Nouveau Monde maintenant, qui est aussi... coincé par ce qu'il a lui-même fabriqué, eh bien, peut-être que c'est... Et c'est ce qui est étonnant dans cet ouvrage, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est quand on va dans ce sillage, justement, Christophe Colomb, c'est toute une étude, j'allais dire, socio-philosophique qui est là, on a vraiment une histoire de l'humanité qui est racontée, avec des faits historiques, avec des éléments, et petit à petit, pour amener à cette réflexion et ce parallèle, justement, se dire, mince, et spontanément, je me serais pas dit, tiens, aujourd'hui, quand les uns les autres disent, oui, il faut amener un peu plus de local, il faut amener peut-être le troc, etc., quand on réfléchit, oui, finalement, ce souci de la localité, finalement, essayer de se dire, mince, mais peut-être que la naissance de cette problématique qu'on soulève tous, là, depuis un an, il y a beaucoup de sujets autour de cette thématique, sur l'agriculture, sur des tas de choses, etc., etc. C'est se dire, mais mince, le point de départ, il est peut-être là. Il commence là et finalement, Dante, et c'est ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est-à-dire que peut-être que si on regardait que l'endroit où on se situe, c'est pas simplement il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, c'est quelque chose qui naît dans une manière de conquérir le monde et de vouloir imposer finalement peut-être une vision de son propre monde à tous. Et parce que si je fais le parallèle peut-être avec l'Asie, je pense à la Chine notamment, eux étaient un peu plus en recul par rapport à tout ça. Et pourtant, oui, mais justement, nous sommes en face là deux concepts différents, deux réflexions différentes face à la vie, face à la nature, face à l'univers. L'ancien monde pense que pour comprendre cela, pour bien le sentir, pour bien le vivre, eh bien, il faut aller aux limites du connu et aller toujours plus loin, toujours plus vite, et c'est le toujours plus qui va l'emporter. Alors que dans le monde asiatique, que je sache,
si on veut connaître tout cela, parce que on s'interroge bien sûr, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien, eh bien, ils disent, il faut aller le chercher en soi, parce que soi-même, nous sommes chacun d'entre nous une molécule du tout. Et si on va vers, si on cherche sur notre chemin nous-mêmes, nous aurons une idée, ça nous aidera à comprendre le tout. On peut y penser par la médecine chinoise, les références à l'acupuncture, on peut penser peut-être au bouddhisme par rapport à ça, on peut penser sur cette approche-là généraliste. Et pourtant, j'allais dire, les pays asiatiques et la Chine, puisque tu citais la Chine, finalement, elle a été aspirée aussi par le monde actuel aussi, et d'un seul coup, par contre, ils le font de manière complètement accélérée en très peu de temps. C'est ça, ils font du rattrapage. Mais rapidement, très rapidement, en 10 ans, ils font ce que nous avons mis un siècle à réaliser. Lao Tse, Confucius, justement, ont mis l'accent sur cette conquête de soi-même pour comprendre le tout. Alors que nous, il faut aller chercher ailleurs la vérité, et de là, l'ancien monde qui a dominé le monde entier, qui a dominé, comme je disais tout à l'heure, qui a nommé, mais aussi qui a imposé toute sa manière de faire, de voir, ses a priori, ses préjugés. On le voit, les États-Unis naissent aussi de notre monde à nous. Il y a beaucoup à plein d'endroits dans le monde, c'est justement, ça naît de chez nous, mais en plus avec notre vision du monde, de la religion, de beaucoup de choses. Oui, et même les systèmes politiques, tout a été calqué sur l'ancien monde, notre manière de faire, de voir, de réagir, de penser, etc. D'ailleurs, sur le nouveau continent, les cultures actuelles, eh bien, sont des cultures qui sont des boutures de l'ancien monde. La bouture, ça me fait penser que là, on a une jolie plante. Elle est ici. Le mot bouture m'a fait penser à cette jolie plante. Aujourd'hui, Marianne, tu nous as promis une chronique qui va nous parler de rallye et de du rallye Monte-Carlo. J'allais dire de rallye et de Monte-Carlo. Non, du rallye Monte-Carlo. Le rallye Monte-Carlo, c'est ça. Tout d'abord, dire que ce rallye, cette année, on fêtait le 110e anniversaire. Il a été créé en 1911 par deux Monégasques. Et tout autour du rallye, il y a toute une organisation. Tout d'abord, les voitures, quand elles arrivent, on part sur un rallye. Ça commence du lundi et ça se termine le dimanche parce qu'il y a toutes les vérifications administratives, les vérifications techniques, s'il y a bien les bons passeports des voitures, les licences, les équipements. Et puis après, bien sûr, on a tout un tas de personnes qui sont souvent dans l'ombre, mais on a tout d'abord tout le corps commissaire qui est là pour faire la sécurité sur les routes, et on a aussi les ouvreurs. Alors aujourd'hui, les ouvreurs, vous avez des équipages qui prennent des ouvreurs, justement. Donc là, on voit une voiture de sécurité, j'allais en parler juste après. Donc ça, c'est les voitures qui, justement, passent avant les pilotes pour voir si la route va, s'il n'y a pas de soucis, si quand il y a du public, sauf excepté ici, puisque c'était une grande première, le rallye Monte-Carlo s'est fait à huis clos. Donc, la photo est sublime en tout cas. Oui, très jolie. C'est incroyable. C'est vrai que cette année, en plus, la tendance était bonne. Donc, c'est vrai que les spectateurs n'ont pas pu se rendre. Donc, ces voitures sont quand même passées, puisqu'elles sont là pour vérifier l'état des routes, s'il n'y a pas de problème ou autre. Et en cas de non huis clos, elles vérifient si le public est bien dans les zones justement dédiées, protégées pour éviter les accidents. Et après, donc, comme je vous parlais au-dessus, on a les ouvreurs qui sont, entre guillemets, les anges gardiens, si je peux dire, justement, des pilotes et copilotes. Donc là, on voit justement deux jeunes. Donc, on a sur la droite de la photo Laurine. Donc Laurine Olivier qui est ambassadrice chez M4W qui débutait un nouveau rôle, c'est une pilote et qui s'est mis justement dans ce nouveau rôle d'ouvreur. Donc les ouvreurs partent en principe 2, 3, 4 heures bien avant les équipages professionnels ou amateurs. Et ils sont là justement pour vérifier l'état des routes. C'est-à-dire que là, notamment sur un Monte-Carlo, aujourd'hui c'est ça qui fait son charme à ce rallye qui est mythique et prestigieux, c'est que les routes elles peuvent changer en 30 minutes et en 1 heure. Cette année on avait de la glace, on avait du brouillard, on avait de la neige, on avait du verglas. On avait toutes les conditions. Donc là, ils passent pour vérifier justement si la route va bien. Ils sont en liaison avec le team ou avec les ingénieurs ou avec les pilotes et ils donnent les infos au fur et à mesure de l'état de la route pour que l'équipage, quand il va passer sur la spéciale, puisse justement passer en toute sécurité. Et après, forcément, je vous ai récupéré un petit cocktail d'images. Donc là, on était sur le départ du cocktail, je dis tiens, allez, c'est le moment de boire. Non, d'images, déception. Non, un cocktail d'images justement, voilà, qui ont marqué ce rallye Monte-Carlo. Oui, d'habitude, le rallye Monte-Carlo donc part toujours de Gap, mais normalement se fait sur la grande place. Il y a du monde, c'est assez festif. Donc là, ils partaient voilà, dans un petit coin au bord du stade. Après, j'avais mis une autre photo où on voit les pilotes WRC. Voilà, la photo de famille. Bon, c'est un peu triste forcément avec les masques. Donc là, c'est tous les pilotes professionnels
professionnels qui sont engagés. Ça me fait Cette penser à la saison- photo des Miss France de cette année quand elles étaient Oui, toutes réunies. c'est vrai qu'avec ce masque, ça fait tout de suite un petit peu plus triste. Mais bon, le rallye a pu débuter et on espère que la saison tiendra. Et après, donc, il y a eu l'image choc de ce rallye Monte-Carlo. C'est la sortie de Suninen qui s'est loupé dans un virage et qui a fait un tonneau. Ils sont sortis tous indemnes. Parce que c'est vrai que quand on voit l'image, on se dit, mon Dieu, au secours. Mais non, tout le monde est sorti indemne. Il n'y a eu aucun problème. Et après, pour conclure, donc là, voilà, quelques photos justement sur le paysage, l'ambiance d'un rallye Monte-Carlo, parce que ça reste justement l'un des plus prestigieux, de par toute son évolution de route. Notamment, vous voyez, on avait de l'asphalte, maintenant on passe sur de la neige. Donc les routes étaient très changeantes. Et on remarquera aussi le retour d'Alpine sur le rallye Monte-Carlo, et qui a réussi, puisque les 5 voitures ont passé la ligne d'arrivée et ils gagnent leur catégorie. Donc on est sur 50 ans après, donc là c'est vrai que c'était magique. Et bien sûr, la 8e victoire du pilote français Sébastien Ogier. Voilà. Ça, c'était magique. On a l'impression d'être en direct avec toi là. Ah, mais voilà, j'ai essayé de vous emmener un petit peu au cœur de ce Monte-Carlo qui était quand même assez particulier, puisqu'on pouvait justement ne pas être au bord des routes, donc essayer de ramener tout le monde pour qu'il y ait un peu de joie. Bah écoute, c'était très agréable. Et puis là, nous attend une chronique Michel Vaillant Oui. mercredi, où Tout là, à fait. on reviendra dessus. Et puis voilà. Tu as une question de téléspectateur. Je vois que tu me regardes ta question depuis tout à l'heure discrètement. Alors, Casanova, monsieur Maître Casanova, puisque vous êtes avocat, on vous écrit une adresse mail Vous pouvez régulière. m'écrire directement, casanovavarazur@gmail.com. Vous posez toutes vos questions, on y répond ici assez régulièrement. Et on a une question justement qui nous De est arrivée. Sandrine, Oui, qui est à Toulon. Alors, je suis séparé de mon ex-concubin qui me verse tous les mois une pension alimentaire pour ma fille. Cette pension peut-elle être saisie par des huissiers pour payer des créanciers? Eh bien non, Sandrine, cette pension ne peut pas être saisie pour payer des créanciers, sauf si vous devez vous-même une dette d'aliment. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas payé la cantine du petit dernier. Vous n'avez pas payé la cantine du petit dernier, du coup, la municipalité peut vous saisir cette somme qui est versée à titre alimentaire. Pour tous les autres types de saisies, ça n'est pas possible. Voilà donc la question de Sandrine. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, casanovavarazur@gmail.com. Marianne, J'ai oublié de signaler, moi, le site internet. c'est quoi? Alors, rendez-vous sur acm.mc pour justement découvrir tous les autres courses qui vont arriver, et notamment la F1 court en mai. Bon, et puis après, si tu vas sur les éditions du Panthéon, tu peux retrouver l'ouvrage dans le sillage de Christophe Colomb. Moi, ce que je trouve fabuleux, en tout cas Bernard Lucio, c'est que cet ouvrage, vraiment, il nous remet en perspective, en tout cas en repartant de cet homme-là, sur tout ce que l'on vit encore actuellement et puis finalement toutes ces thématiques de société. Je trouve ça fou. Hein. C'est un boulot énorme, mais en fin de compte, qui s'appuie aussi sur le fait d'avoir, et je le redis, tu as vécu un moment en Amérique latine et tu as finalement aussi, pareil, tu t'es imprégné de cette culture aussi en local, de leur retour, etc. Et peut-être aussi de cette culture qui a aussi un peu disparu, la leur aussi, de manière un peu évidente. J'ai dirigé 2 alliances françaises et un institut. Mais l'Alliance française, c'est une association loi en 1901. Bon, maintenant, c'est une fondation parce que ça lui permet de recueillir quelques fonds. Mais cela veut dire que lorsque j'étais en Colombie, pendant 6 ans, le conseil d'administration était colombien. Lorsque j'étais au Brésil, le conseil d'administration était brésilien. Donc il fallait que je fasse la promotion de ma culture, ce qui suppose que je la connaisse tout de même un peu, dans la culture d'accueil. Et c'est là l'intérêt, cet échange, cette biculturalité, si l'on veut. C'est cela qui m'a beaucoup plu. Alors maintenant, je donne non seulement j'écris quelques ouvrages là-dessus sur différents pays, mais je donne des conférences également. Et puis avec ce livre sur Christophe Colomb, là, je prends un peu de hauteur, un peu de recul, et en se disant, finalement, ça a été la rencontre de 2 mondes qui a donné ce monde actuel. Voilà. Tu parlais de conférences, c'est régulièrement avec l'université du temps disponible de hier, avec laquelle tu fais des conférences. On peut retrouver pas mal de choses sur hier.fr. Il y en avait qui étaient prévues ces jours-ci, mais bon, les choses sont reculées. Donc en allant sur hier.fr, on a toutes les conférences futures qui vont... à Brignoles aussi. À Brignoles, c'est le vrai. tour de la question de Brignoles. Dans le sillage de Christophe Colomb, une question peut-être de vos parts, non? Non, moi je me demandais, Bernard, si de toute façon c'est pas dans la nature humaine cette volonté de cet expansionnisme, et si on finalement se bat pas contre des moulins à vent. Je crois que ça fait partie de l'homme, cette volonté à tout prix d'asservir, de prendre plus de place. Oui, je suis d'accord, mais il n'empêche qu'il y a tout de même eu 2 attitudes différentes. Je parlais de celle du monde asiatique,
qui a plutôt eu tendance à se replier sur lui-même. N'oublions pas que à un siècle ou deux, je ne me rappelle pas exactement, avant Colomb, les Chinois ont envoyé une véritable armada en Inde avec 300 bateaux, mais c'était juste par curiosité. Ce n'était pas pour, disons, conquérir. Cette aventure, je t'assure, voilà, on apprend plein de choses et peut-être aussi qu'on voit aussi, on va comprendre en fin de compte comment on a pu rentrer dans cette dynamique, etc. et tout. Et finalement, peut-être qu'on peut changer les choses et c'est la conclusion aussi, peut-être en changeant de regard, et c'est ce que tu nous expliques. Et on arrive quand même un peu à cette conclusion-là. Bernard Luquiot, dans le sillage de Christophe Colomb aux éditions du Panthéon. Merci à vous, merci à toi surtout Bernard. Merci à vous. Un grand merci à toute ton équipe avec qui on va durer jusqu'à vendredi et puis encore quelques temps, je pense. Et voilà, gros bisous Marianne. Merci. Gros bisous à toi aussi. Demain, on se retrouve pour parler de changement de prénom. Si vous voulez changer de prénom, on a toutes les solutions. Si toi veux changer de prénom, on revient On en demain. parlera demain. Bisous.